Commençons. Ben voilà, il y a pratiquement toutes les chaises sont prises, donc c'est bien. Bonsoir. Donc voilà, Alexis Roussel, je vais vous présenter l'affaire que l'on fait, enfin la mise à jour, la dernière mise à jour de l'affaire que l'on porte contre la FINMA. Juste pour vous dire que la présentation ce soir sera en français et elle est enregistrée. Et si jamais demain à Neuchâtel, il y aura la même présentation mais en anglais. Voilà. Donc si vous voulez aussi venir à Neuchâtel, et à Neuchâtel après c'est tous les jeudis soirs on a le beer to beer. C'est suivi, donc on a une présentation, c'est suivi du beer to beer, et puis après on ira aussi ici boire un verre au Quertz. Donc voilà, c'est dans la même tradition, et je vais essayer de présenter ça dans toutes les villes. J'ai aussi fait la présentation à Zurich, à l'association Bitcoin, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'association Bitcoin qui ont participé au financement de cela. Alors, voilà, les slides sont en anglais, elles sont très simples, mais l'idée c'est de vous présenter un peu la complexité, d'essayer de simplifier et qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que, la FINMA fait ses erreurs, fait ce qu'elle fait, et deux, comment est-ce qu'on essaie de se battre contre ça. Voilà. Donc, en fait, on va commencer tout simplement par sur quoi on essaie de se battre. La FINMA a mis en place depuis 2014 une pratique, puis ensuite des restrictions en fait, qu'elle a adoptées assez régulièrement sur les crypto-monnaies. Et bonjour, on a commencé on vient de commencer, donc c'est nickel. Et puis au fur et à mesure, au début, on pensait, là, il y avait un message qui était très ouvert de la part de la FINMA en disant, bon, ben, euh, la technologie importe peu, ce qui importe, c'est finalement ce que font les gens avec, et donc on va accompagner cela. Le Conseil fédéral a pris une très bonne décision en 2014 avec un rapport qui est vraiment excellent en disant, bah, finalement, vous respectez le droit, le Bitcoin, c'est une valeur patrimoniale, et donc ça a permis à ce que tout le monde applique le droit normal au Bitcoin. Et au fur et à mesure, peut-être aussi lié à un changement de direction de la FINMA a commencé à resserrer les bons et à créer des discriminations. Et lorsque nous, on disait non, on participait à des consultations, on disait non, il y a une discrimination, la FINMA disait non, 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 il n'y a surtout pas de discrimination, on suit bien les règles, et il y a comme ça une dissonance qui est en train de se passer, et on essaie de la comprendre. Maintenant, on commence à la comprendre tout doucement, mais surtout, on avait prévenu la FINMA déjà depuis il y a 5 ans, 6 ans, que ça allait finir au procès. Voilà. Et voilà, maintenant on en est au procès. C'est le premier procès contre la FINMA pour les cryptos. Il y en aura sûrement 2 autres ou plusieurs autres qui vont venir derrière. Pas forcément que de nous, mais en tout cas, il y en aura 2 de nous particulièrement. Donc, qui se bat ici, c'est BT. Mais en réalité, c'est une affaire qui pourrait être portée par d'autres intermédiaires financiers. BT est un intermédiaire financier, c'est-à-dire qu'il fait de l'échange de crypto-monnaies. Il achète et vend en ligne et sur les distributeurs Bitcoin. Mais en réalité, salut. Mais il y a d'autres brokers qui font soit le même travail, soit des travaux équivalents, qui sont impactés par par les mêmes règles. Donc en fait, BT va faire un challenge contre le système, contre les règles spécifiques qui sont en place. Donc là, la règle spécifique, la première règle spécifique qu'on attaque, c'est, vous avez peut-être entendu parler, la FINMA qui dit à partir de maintenant, à partir de mois de bon, je ne sais plus, octobre, je crois que c'était obligé, les transactions sur les distributeurs Bitcoin sans identification ne sont autorisées qu'à hauteur de 1000 francs par mois. Voilà. Ce qu'il faut savoir que dans le change classique, lorsque vous allez au bureau de change, vous pouvez faire 5000 francs par transaction en changeant du Bitcoin du franc suisse vers de l'euro. La loi dit que c'est 5000 francs, la pratique dit que c'est 5000 francs. Mais dans le Bitcoin, pour les cryptos, là, on a réduit à d'abord 1000 francs et maintenant 1000 francs par mois.
Donc, on n'était pas d'accord parce que ça finalement, 1000 francs par mois, c'est comme dire, en fait, finalement, les transactions sans identification, on n'en veut juste pas. Voilà. Mais la loi permet de ça. Donc, en fait, la FINMA modifie le sens de la loi, alors qu'elle n'a pas la prérogative de le faire. La FINMA, elle est juste là pour affiner la pratique, mais elle peut prendre certaines décisions, bien sûr, mais elle ne peut pas modifier la loi comme ça. Elle doit respecter l'esprit de la loi. Et en plus, il y a un challenge qui est un challenge de la structure, comment est-ce que la réglementation s'applique en Suisse. Et donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi on n'est pas d'accord et pourquoi on en vient finalement au procès. Comment ça fonctionne en Suisse, la réglementation? Je vais d'abord présenter ça, et c'est assez intéressant. Vous avez, avant qu'il y ait une réglementation, vous avez la Constitution qui finalement gère le rapport entre les gens et les institutions. Hein. Donc une institution fait toujours référence à la Constitution. La Constitution, elle va créer alors, il y a plein de trucs, mais elle va notamment créer deux organes très importants qui sont le Parlement et le Conseil fédéral. J'ai simplifié qu'avec ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, en fait. Hein. Voilà, donc il y a des règles de la Constitution qui s'appliquent à ces deux organes. Ces organes-là, ils ont des rapports de force, forcément, entre les deux, et notamment, c'est le Parlement qui désigne le Conseil fédéral. Donc, dès qu'il y a une petite flèche rouge, c'est que, en fait, les flèches bleues, c'est les textes qui imposent un pouvoir sur une autorité ou sur quelque chose, et puis un texte rouge, une flèche rouge, c'est une institution qui contrôle d'une manière ou d'une autre l'autre. Le Parlement a créé deux lois qui respectent la Constitution. Elle a créé une loi sur le blanchiment d'argent et elle a créé en même temps une loi qui s'appelle la FINMA qui décrit finalement qui crée l'institution de la FINMA. Donc ça, c'est le Parlement qui fait ça. Donc, le Conseil fédéral, lui, avec ses services, comme le département DFF, le département fédéral des finances, peut émettre des ordonnances. Voilà. Et donc, il y a une ordonnance qui s'appelle l'ordonnance anti-blanchiment, l'ordonnance, qui vient préciser finalement comment est-ce que la loi fonctionne. Donc tout ça, ce sont des textes qui s'appliquent à tout le monde qui vit en Suisse. On est obligé de suivre ces textes-là. Ces textes créent la FINMA. Enfin, la loi sur la FINMA crée la FINMA, et la FINMA doit suivre, elle est mentionnée dans la loi anti-blanchiment et dans l'ordonnance, et finalement, elle est chargée de l'application de ces deux textes-là. Et elle a deux rapports avec ses autorités de tutelle. Le Parlement fait le contrôle de la FINMA, et le Conseil fédéral nomme le conseil d'administration de la FINMA. Mais la FINMA reste une institution qui est ensuite indépendante, ça veut dire que les décisions qu'elle prend sont indépendantes. Donc ces contrôles, ils sont petits, mais ils existent. Ils existent, enfin, dans les textes, ils existent. La FINMA, ensuite, elle doit s'assurer, c'est la loi qui dit, doit s'assurer de l'application de ces textes, enfin de ces deux textes-là, doit supervise les banques directement. J'ai mis banque avec un X, ça veut dire qu'il y a plusieurs banques, mais il n'y a pas que les banques, il y a les pensions, les fonds de pension, les assurances, voilà. Il y a un certain nombre d'institutions, mais c'est une liste, hein, c'est une liste très précise et qui sont directement soumis par. Juste pour la petite histoire intéressante, qui est croustillante et qui est très importante à comprendre aussi, c'est que la FINMA ne reçoit aucun argent dessus. Elle n'est pas financée par le système. Elle a un mandat elle est créée par une loi, elle a un mandat qui vient d'une loi, mais par contre, elle n'est pas financée par la société. Elle est financée uniquement par les banques. Je n'ai pas mis les flux d'argent, mais en gros, le seul flux d'argent que la FINMA a, c'est les gens qu'elle surveille qui remontent à la FINMA. Hein.
très important parce que quand vous voyez comment réagit la FINMA par rapport à des régulateurs dans d'autres pays, les régulateurs dans d'autres pays, par exemple la SEC américaine, elle n'a pas de problème d'argent. L'argent, c'est l'État américain qui lui donne son financement. Si demain le marché s'effondre, la SEC s'en fout. Si le marché bouge, la FINMA, elle le ressent directement. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certaines pratiques qu'elle va adapter qui sont basées sur ce besoin d'argent. Bonsoir. Pour préciser, parce que les règles qui sont dans ces deux textes-là sont relativement simples, alors que l'ensemble des acteurs qui sont ici sont très complexes. Pour préciser ça, la FINMA, et c'est la loi FINMA qui lui permet de faire ça, a le droit de faire une ordonnance de la FINMA. Cette ordonnance de la FINMA, c'est un texte qui est aussi un texte réglementaire, mais que la FINMA a le droit de faire selon des procédures qui sont décrites dans la loi FINMA, mais qui s'appliquent, qui en fait viennent préciser ce que ces gens-là ont le droit de faire. Il y a encore en plus un autre corpus que je n'ai pas décrit, qui sont les circulaires, et puis ensuite la pratique que la FINMA peut établir, qui viennent viser ces gens-là. À côté de ça, dans la loi, il y a un deuxième organisme qui est mentionné dans la loi anti-blanchiment, parce qu'en fait, la FINMA, pour une question j'ai aussi simplifié, la FINMA, en fait, elle n'est pas en charge que de la loi anti-blanchiment, elle est en charge de la loi bancaire, de la loi sur les assurances, enfin, voilà, un paquet d'autres. Donc là, on regarde vraiment sur l'application de la loi anti-blanchiment, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est l'identification des gens, et ça se passe sur la loi anti-blanchiment. Donc là, elle a d'autres jobs à côté, la FINMA. Mais dans la loi anti-blanchiment, à l'époque, le Parlement avait jugé en disant, c'était dit, en fait, ça va faire beaucoup de jobs si tous les intermédiaires financiers de la Suisse sont directement soumis à la FINMA, ça va faire beaucoup de jobs pour elle. Donc, ils ont créé un système de SRO ou de OAR, organismes d'autorégulation, qui sont, comme la FINMA, en charge de s'assurer que la loi anti-blanchiment soit bien appliquée. Et ce qui fait que certains intermédiaires financiers peuvent respecter la loi anti-blanchiment sans passer par la FINMA, mais en passant en subissant la surveillance d'un OAR. En fait, c'est le même type de surveillance. Donc, on va avoir les intermédiaires financiers ici. Donc ici, on a qui? On a effectivement BT, mais on a Western Union, on a tous les marchands, tous les changeurs que vous avez dans la rue, ceux qui font les cartes, quand vous achetez des cartes prépayées de Apple, machin, enfin, tous ces gens, ils sont ici, tous ces services de paiement, transfert de fonds, paiement et tout ça, la plupart de ces gens-là sont ici. Avant, il y avait même les gestionnaires de fortune, et puis d'autres choses. Bon, ça a un peu changé, mais voilà. Donc c'est quand même beaucoup de monde. Et en fait, ici, il y a environ une dizaine, mais le marché est en train de se réduire aussi, qui sont supervisés par la FINMA. Donc en fait, là, il y a un lien. Alors, les OR sont définis par la loi. La loi dit que c'est les OR qui sont en charge de respecter la loi anti-blanchiment auprès de ces intermédiaires financiers. Mais il y a un lien de supervision, c'est-à-dire que exactement comme une banque est supervisée par la FINMA, un OR est supervisé par la FINMA pour son application de la loi anti-blanchiment. Ça veut dire qu'elle fait tous les ans un audit et il y a un flux d'argent. C'est-à-dire que l'OR doit payer effectivement la FINMA. Là, on a une petite astuce, un petit truc croustillant aussi au niveau des flux d'argent, c'est que la FINMA définit le montant que les gens supervisés doivent payer en fonction de leur volume ou en fonction de leur nombre de clients. Donc, plus une banque grossit, plus la FINMA va gagner d'argent. Mais là où c'est pervers, c'est plus un OAR grossit, plus elle va gagner de l'argent. Donc en fait, lorsque la FINMA dit « Ah, mais vous devez respecter la loi anti-blanchiment, passer par un OAR », pour elle, c'est mécaniquement plus d'argent pour elle, sans que ça change la supervision. Plus de clients ici veut dire que la FINMA a plus de boulot, mais plus de clients ici, la FINMA, elle vérifie toujours un seul OAR, elle a plus d'argent, mais autant de boulot. Vous voyez? Donc le calcul pour la FINMA est assez intéressant. Elle a intérêt qu'il y ait beaucoup de gens ici. Les OR, de la même manière, vont raffiner les règles de la loi anti-blanchiment et de l'ordonnance dans des directives internes
Ça, généralement, ce sont des associations. Elle fait des directives internes qui s'appliquent aux OR, qui viennent préciser. C'est un peu le même rôle que cette ordonnance FINMA entre la FINMA et les banques. Il y a ce même rôle-là. Maintenant, dans la loi anti-blanchiment, il est dit qu'il y a un pouvoir de contrôle de la FINMA. La FINMA doit valider, finalement, ce document-là. Donc, le document, lorsqu'il le modifie, l'OAR est en charge de créer ce document-là. Lorsqu'il le modifie, il doit le présenter à la FINMA, la FINMA le valide. Et c'est là qu'on a quelqu'un qui débarque, dont on ne sait où, qui est en dehors du système. Le FATF, c'est le GAFI, c'est le groupe d'action financière internationale, c'est ça? J'ai juste, voilà, c'est ça. Et qui est complètement en dehors du système juridique suisse, mais aussi de tous les pays. Mais par contre, il se passe beaucoup de choses dans ce GAFI, et il y a beaucoup de rapports, et il y a beaucoup de discussions et de décisions qui se font là-bas. Et en réalité, à un moment donné, jusqu'à présent, on applique ce système-là, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes, même si la FINMA avait déjà commencé à faire des règles un petit peu bizarres. D'un coup, le GAFI dit « Oh, à partir de maintenant, il y a deux règles en fait intéressantes qui viennent du GAFI. C'est maintenant, c'est 1000 € par transaction. À partir de 1000 €, il faut identifier. Et puis, la travel rule, c'est il faut aussi savoir à qui vous envoyez de l'argent. Et ça, on s'en fout du montant, en fait. Il faut savoir, même si vous envoyez des crypto-monnaies, on doit savoir à qui vous l'envoyez. Et cette règle, elle a été définie dans ce groupe de travail. Et ce groupe de travail, il a quel lien, en fait? Alors, en réalité, il a deux liens. Il y a, au niveau du Conseil fédéral, dans le département des finances, il y a des gens qui représentent la Suisse dans cette institution-là. Et puis, je pense que c'est principalement ça. Il peut aussi y avoir des gens de la FINMA, mais c'est principalement des gens du département fédéral qui sont là-bas. Mais ce truc-là n'a aucune valeur démocratique, hein. C'est juste un lieu où des gens, des experts se rencontrent. Et en fait, lorsqu'il y a une décision qui est prise, ça revient à la FINMA qui dit « Ah ben, on va appliquer cette décision-là. » Bon. Maintenant, on parle de quoi? On parle des bitcoiners qui sont ici. Voilà, hein, on est là, soumis à ces OR. Je veux dire, il y a très peu de gens qui font des cryptos ici. Il y a quelques banques de plus en plus, mais principalement, les services suisses qui sont les plus utilisés se retrouvent ici. Les distributeurs de Bitcoin. Hey Jimmy, salut. Les distributeurs de Bitcoin sont ici. Le change, les cartes que vous voyez, que vous achetez à la poste de Bitcoin, tout est ici. Voilà. Et là, on rentre dans le truc un peu drôle. C'est que finalement, il y a une décision qui est prise. Ah oui, non. Ouais. Et puis, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que il y a des décisions qui sont prises ici, mais on se rend compte que ces deux contrôles, finalement, ne fonctionnent pas aussi bien qu'on pensait. D'un côté, il y a le Parlement, il y a le Conseil fédéral qui est censé nommer le conseil d'administration. Si vous regardez l'état du conseil d'administration aujourd'hui de la FINMA, ça ne se passe pas très très bien. Ils ont nommé une personne qui a fait exploser le conseil d'administration. Tout le senior management part en burn-out. Le directeur de la FINMA est parti en burn-out. Et il y a un exode. Vous tapez exode FINMA et vous allez voir un article qui explique à quel point tous les senior managers de la FINMA sont en train de partir. Le premier étant évidemment notre Richard Bronson, comment il s'appelait son prénom? Pas Richard Bronson, mais bref, Bronson, voilà, Bronson qui était le directeur jusqu'à avant, donc il y a encore un an, de la FINMA, en fait était le premier à partir suite à un changement dans le conseil d'administration. Et parce que voilà, il avait une manière de faire, il était le CEO, le directeur de la FINMA, et puis ça a changé. Donc le Conseil fédéral, à mon avis, a fait une erreur. Alors j'ai pas su
pourquoi, ou je n'ai pas cherché à comprendre exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, la nomination au sein du conseil d'administration a modifié la donne et a commencé à créer une érosion dans le personnel dans le staff de la FINMA. Ça n'a pas été aidé avec les affaires de l'UBS et de la FINMA, qui a mis beaucoup de pression de l'UBS et le Crédit Suisse, qui a mis beaucoup de pression sur tout le senior staff. Mais en gros, aujourd'hui, c'est une directrice par intérim qui fonctionne. De l'autre côté, le Parlement est le vrai pouvoir de contrôle de la FINMA, et ce pouvoir, en réalité, c'est un pouvoir normalement politique, ne fonctionne pas vraiment. Alors quand je dis ça, il y a beaucoup de gens il y a quand même des députés, des parlementaires qui font des motions sur la FINMA. Il y en a une d'ailleurs très récente qui vient d'être sortie qui est intéressante, mais on voit que on voit qu'il y a quand même une tendance comme c'est très compliqué les histoires de blanchiment d'argent, et que ça touche que des criminels, et que c'est sale parce que c'est de l'argent, et que de toute façon c'est pour attraper les criminels, en gros, il y a une tendance de dire, vous voulez plus de pouvoir, plus de contrôle, allez-y, voilà. Mais surtout, ne nous embêtez pas trop avec ça, parce que nous, on ne veut pas toucher à des choses qui sentent mauvais. Et donc là, même quand le conseil d'administration et la direction de la FINMA explosent en vol, il y a une conseillère nationale zurichoise qui pose la question en disant « Attention, c'est très grave ce qui est en train de se passer ». Elle pose la question au Parlement. Sa motion ne fait pas beaucoup de bruit, mais on sent dans la manière dont elle écrit la motion que, en fait, à la fin, elle voudrait qu'il y ait plus de contrôle. Hein, et pas moins, mais juste plus, parce que dans son esprit, il faut plus de contrôle, mais il n'y a pas de justification. Je pense que aussi une des choses qui se passe dans ce domaine-là, c'est qu'aujourd'hui, on voit apparaître des rapports qui disent que les lois d'anti-blanchiment n'ont pas d'efficacité réelle. Il y a un rapport qui a déjà présenté ça, que l'efficacité est de 0,1%, ce qui est quand même très très faible, ce qui fait qu'on a toute une quantité de gens qui commencent à se rendre compte que leur travail ne sert pas forcément à grand-chose. Voilà. Donc ça crispe face à une société qui se numérise et où il y a beaucoup de volume qui apparaît et de grosses tensions. Il y a aussi un changement fondamental qu'on peut juste aborder 2 secondes, mais le monde des crypto-monnaies change. On passe de nouveau, on passe à un système de transaction plutôt qu'à un système de crédit et débit. C'est-à-dire que toutes ces banques, elles fonctionnent à un système de crédit et débit, alors qu'ici, on fonctionne avec des systèmes transactionnels. Ce qui fait que la même transaction, elle peut apparaître dans votre banque lorsque vous faites des paiements. Généralement, ils sont en dehors de votre compte. C'est votre carte de crédit, c'est votre Twin, c'est ceci. Les entrées et les sorties de votre compte sont généralement des transferts d'argent. Ils ont construit pas mal de contrôles autour de ça. Ou alors vous payez en cash, alors que dans le monde Bitcoin, tout n'est que transaction. Et en fait, arriver à abstraire ça et voir ce qui est des paiements de services, ce qui est du transfert de fonds, c'est compliqué pour le monde traditionnel. Donc ça, il y a un petit peu un clash aussi au niveau vraiment fondamental de comment fonctionnent les choses. OK. Et c'est là que, d'un coup, dans ce contexte-là, la règle qui a été inventée là-haut se retrouve dans l'ordonnance FINMA. Donc ça, c'est la modification de l'article 51A, enfin la création de l'article 51A de l'ordonnance FINMA qui dit, à partir de maintenant, tous les échanges de crypto vers espèces ou moyens de paiement anonymes de plus de 1000 francs par mois doivent être identifiés. Il y a une procédure de consultation qui se fait, où effectivement on participe. La FINMA dit qu'il faut absolument faire ce texte-là. Tout le monde dit c'est une mauvaise idée, ne le faites pas. Ça va toucher toute l'industrie. Effectivement, ils avaient dit non, mais on ne veut pas toucher toute l'industrie, on veut vraiment toucher que les distributeurs Bitcoin. Donc ils ont un peu modifié leur texte et ils la mettent en œuvre quand même, alors que tout le monde disait que c'était une mauvaise idée. Il faut juste savoir, et je vous montrerai avant, c'est qu'ils avaient essayé de soumettre cette règle-là par email juste avant, sans modifier l'ordonnance FINMA. Mais on en reviendra parce que ça montre un peu aussi l'état d'esprit qui se passe, qu'on imagine ce qui se passe dans la FINMA actuellement. Et ensuite, cette règle-là
magiquement apparaît dans les directives qui sont ici. Voilà. Donc, au lieu qu'il y ait un chemin qui passe voilà, par le haut, on a comme ça une traduction automatique de cette règle ici, sans que finalement, lorsqu'on demande à eux, mais pourquoi vous avez fait ça, mais on fait ça parce qu'ils nous ont demandé eux, ils nous ont demandé de le faire. La FINMA nous a demandé de le faire. Puis on dit oui, mais c'est contraire. Enfin, c'est la loi qui devrait vous obliger de modifier des choses comme ça. La FINMA, elle n'a pas forcément autorité sur vos propres règles. Bref. Évidemment, ça s'applique aux intermédiaires financiers. Donc maintenant, en fait, nous, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas d'accord de cette règle-là. Et en fait, ça c'est, enfin, je veux dire, qu'une règle apparaisse ici, c'est OK. En fait, je veux dire, c'est normal hein, que dans le processus de définition des règles, que des règles apparaissent ici, c'est OK. Mais généralement, quand on veut une règle, cette règle, elle doit avoir des caractéristiques. Et la première caractéristique d'une règle, quelle qu'elle soit, c'est qu'on puisse s'y opposer en démocratie. Donc, ça veut dire que si nous, on n'est pas content, on doit pouvoir dire non, on n'est pas content de cette règle-là. Donc, on demande à notre OAR, on dit mais non, mais on n'est pas content de cette règle-là. Et puis, ils disent ah mais non, nous, on est obligés parce que c'est eux qui nous le disent. OK. Alors maintenant, on se pose la question, mais finalement, qui fixe les règles? C'est vous ou c'est eux, la FINMA? Et c'est là, parce qu'on dit à l'OR, non, on n'est pas content, cette règle-là, elle n'a pas de fond. Et là, c'est là qu'on commence l'affaire et qu'on se dit, bon ben voilà, on va déposer plainte enfin on va demander à la FINMA, on ne dépose pas plainte encore, on demande à la FINMA, est-ce que la règle qui est là, qui se retrouve ensuite ici, est-ce qu'elle s'applique à nous, oui ou non? Donc on envoie un courrier, avec l'aide de M. Rouillet, qui est juste là, notre avocat. On envoie un courrier à la FINMA pour dire, est-ce que cette règle de l'article 51A, dans laquelle précisément vous dites que c'est 1000 francs par mois, est-ce qu'elle s'applique à nous, oui ou non? On envoie cette lettre en février, je crois. Pendant 6 mois, ils ne répondent pas. Enfin, s'ils répondent, mais ils disent, et vous vous rappelez l'histoire de l'argent, ils disent, non, mais vous devez demander à eux qui vous répondent, et eux, s'ils veulent, ils peuvent nous poser la question, mais on vous facture. Enfin, on les facture, et puis après, ils vous refactureront. Alors, on a dit non, on demande pas, c'est pas une question de facture, c'est une question de droit administratif public, enfin, de droit public, droit administratif, pardon, et vous êtes une autorité qui a un mandat dans la loi, et si quelqu'un qui est lésé par une règle vous demande est-ce que vous êtes compétent, est-ce que cette règle s'applique à lui, oui ou non, enfin, vous devez répondre, vous êtes une autorité administrative normale. Donc, c'est là qu'on ouvre la première affaire pour déni de justice. On dit, si vous ne nous répondez pas à ce courrier-là, finalement, il y a un déni de justice, on va devant le tribunal fédéral, administratif fédéral, que je n'ai pas mis dans le truc, mais qui se trouve normalement encore à côté, on va dire, puisqu'il est indépendant et il doit être, j'imagine, au même niveau constitutionnel que le Parlement et le Conseil fédéral. Et on dépose une plainte en disant, voilà, déni de justice de la FINMA, ils doivent répondre. La FINMA demande un délai en disant qu'il y a une surcharge de travail insurmontable et ils demandent un délai de 32 supplémentaires que le juge leur accorde. Bon, c'était juste après l'histoire de la FINMA, du Crédit Suisse et UBS. Et finalement, en cours de route, on reçoit une décision de la FINMA qui dit, c'est pas nous, on n'est pas compétent. On n'est pas compétent pour répondre. Donc, en gros, on est dans une situation un petit peu bizarre. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'ils nous font une décision? C'est qu'en fait, ils ont vu qu'ils allaient perdre le procès sur le déni de justice. Et donc, ils ont émis leur décision. Ils ont sorti leur décision. Et puis, ils ont écrit au juge en disant, bon, ben voilà, maintenant on a fait la décision, on arrête cette affaire. Et puis, nous, de notre côté, on va dire, bah oui, voilà, c'est bon, c'est OK, mais maintenant, la décision, elle n'est pas OK. Donc, on va aller se battre contre cette décision-là. Donc, la décision, elle dit quoi? Elle dit, on n'est pas compétent pour répondre si cet article qui est là-dedans s'applique à vous. Donc, maintenant, on reprend le chemin.
ici, on doit appliquer une règle que eux nous disent, nous, on l'applique que parce que la FINMA nous oblige, parce qu'elle l'a mis dans son ordonnance FINMA. Et d'ailleurs, on vient de recevoir un email qui confirme ça, où il nous dit, ah, mais nous, on nous a obligés. Et moi, j'ai vu les documents aussi, donc je sais que en fait, la FINMA a obligé les OAR de faire ça. Mais on peut pas, mais la FINMA n'est pas compétente pour dire après si ça s'applique. Donc il y a un problème vraiment juridique grave qu'il faut montrer au juge. Et c'est comme ça pour la règle des 1000 francs, mais c'est aussi comme ça pour la règle de la travel rule. Voilà, donc la première partie, c'est ça. Alors, il y a un historique aussi, en fait, finalement. Parce que là, on dit 1000 francs par mois, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu déjà, en fait, il y a eu 3 modifications, en fait, qui se sont passées. C'est la technique du saucissonnage, finalement. Parce que la loi, elle dit, c'est 5000 francs par transaction. Voilà, c'est ce que la loi dit. Et dans la pratique, les circulaires, tout ce qu'on veut, il n'y avait jamais aucune modification de cette pratique-là. 5000 francs par transaction, vous allez au bureau de change, pas de problème. Donc au début, qu'est-ce qu'on fait? On fait les transactions en ligne, les distributeurs, tout est à 5000 francs, pas de problème. Après, la FINMA, la première, elle dit tout de suite, ça c'était un petit peu, c'était ça qu'on aurait dû, on aurait dû plus se battre là-dessus, mais bon, à l'époque on était tout petits. En fait, la FINMA, elle fait un truc très grave ici, c'est qu'elle renverse la charge de la preuve. C'est le premier truc qu'elle a fait fondamentalement. Pourquoi elle fait ça? Elle dit, quand vous allez au bureau de change et que vous faites du change, la transaction, elle est présumée être du change. Vous allez devant le bureau de change, vous faites du change, l'intermédiaire financier dit c'est du change, et la FINMA dit, OK, bah, quelqu'un qui est venu au bureau, il a fait du change, c'est OK. Donc, on applique les limites du change. Dans le monde du Bitcoin, la FINMA a dit, oui, mais nous, on ne retrouve pas le type qui vient au bureau de change. On n'arrive pas à voir ça. Donc, on va dire, en fait, vous devez nous prouver que c'est du change. Donc, on passe d'un système de présomption, où quand on fait une transaction, un paiement, un achat de biens et de services ou quoi que ce soit, où en fait, il y a une présomption de ce que vous faites avec l'argent, en fonction des outils que vous utilisez. Là, on va renverser cela et on va dire c'est par définition pas du change. Enfin, c'est du transfert d'argent, et le transfert d'argent, c'est le plus sévère, c'est là où il y a le plus de contrôle, et il faut démontrer que c'est du change. D'où, et ils ont dit, vous pouvez le faire avec une mesure technique. Donc nous, on a travaillé sur des mesures techniques. Et si vous voyez, il y a de plus en plus de sites en Suisse ou de wallets en Suisse qui vous demandent de signer alors soit de faire une petite transaction, un Satoshi test, soit de faire signer un message pour que vous prouviez que vous êtes en contrôle du wallet. C'est exactement ça, c'est une mesure technique. Et dans les distributeurs, on a fait imprimer le paper wallet. Tous les distributeurs en Suisse fonctionnent avec un paper wallet. Pourquoi? Parce que la clé privée se trouve vraiment sur le papier, et vous avez dans vos mains l'argent, entre guillemets, et c'est une mesure technique suffisante pour la FINMA pour dire que voilà, ça prouve que c'est du change. Donc là, il y a une pratique qui s'est mise en place, et on avait accepté ça à l'époque parce qu'on s'était dit, en réalité, on parlait paper wallet, mais sur la plateforme en ligne, on s'est dit, ben en fait, c'est quand même intéressant, ça crée plus de sécurité entre les échanges, parce que, et on s'est dit, on va y arriver, c'est pas trop grave, parce qu'en fait, on avait des gens qui tapaient des fausses adresses Ether et qui ne savaient pas qu'il fallait un wallet, et il n'y avait pas de checksum sur les adresses Ether, et l'argent partait dans l'Ether, justement. On avait des gens qui, on a cramé du fric au nom du client, ça s'est arrivé. Et dans le Bitcoin aussi, pareil, des gens prenaient des adresses Bitcoin, ils disaient, ah tiens, je veux acheter du Bitcoin, mais comme ils ne savaient pas ce que c'était un wallet, ils prenaient une adresse comme ça, ils nous le donnaient, et puis après, ils disaient, ils revenaient quelques mois plus tard en disant, ah, le montant que j'ai investi, il a augmenté, vous pouvez me rendre l'argent maintenant? Puis on lui fait, bah non, il est parti ailleurs. Bref, donc on s'était dit, c'est intéressant de savoir que le client a le contrôle sur son argent, finalement, ça baisse le nombre de problèmes, c'est vrai. Ensuite, une année plus tard, ils ont dit, après que le GAFI soit intervenu, ils ont dit, à partir de maintenant, c'est 1000 francs par transaction. Et là, on n'était pas très content parce que, qu'est-ce que disait le GAFI en réalité? Le GAFI, il disait pas, il disait 1000 euros par transaction. Mais en réalité, ce que disait le GAFI, il disait,
quand vous faites une transaction en crypto, du change, appliquez les mêmes limites que pour le cash. C'est exactement ça que disait le GAFI. Parce qu'en fait, dans le reste de l'Europe, qui n'était pas aussi avancé que la Suisse en termes de droit financier, il y a moi j'appelle ça une hallucination collective, qui est que le droit normal ne s'applique pas aux cryptos. Alors que la Suisse a dit le droit normal s'applique aux cryptos. Voilà. Et donc, dans le reste de l'Europe, il faut inventer des règles pour la crypto, alors qu'on aurait pu juste appliquer les mêmes règles. Et donc, il faut que le GAFI dise, bah oui, les 1000 francs, les 1000 euros de limite qui existent déjà pour le cash, on les applique aux cryptos aussi. Et la FINMA, au lieu de dire « Ah, mais nous, c'est cool, on a déjà cette règle de 5000 francs qu'on applique aussi à la crypto », ben, en fait, ils en ont profité pour changer en disant « Ah, mais nous, on s'aligne aux autres parce qu'ils disent 1000 francs. » Non, non, ils ne disaient pas 1000 francs, ils disaient « Appliquer la limite du cash aux cryptos ». Et la FINMA en a profité pour baisser cette limite à 1000 francs. Et ensuite, arrive un article du Blick. Ici. Undercover. Un article du Blick qui explique que, en gros, comment les dealers de drogue utilisent la Poste et les CFF pour organiser leur marché. Et Telegram aussi, parce qu'en fait, il y a Telegram. Et ils expliquent ça, et tout est flippant. Hein, voilà. Les mecs, en plus, c'est la pandémie, il y a le masque et tout. Enfin bon, tout est flippant. Et ils expliquent en fait comment, en réalité, les dealers de drogue ont un système assez génial, puisqu'ils ont trouvé le combo. Ils sont sur Telegram. Vous allez sur Telegram, donc la police n'arrive pas à accéder à Telegram. Vous faites vos discussions. Ensuite, vous donnez votre adresse. Le dealer de drogue vous envoie un code QR sur votre Telegram, qui est en fait une adresse Bitcoin. Il vous dit avec des jolies instructions, allez au distributeur des CFF. Et le distributeur des CFF, vous pouvez scanner le QR code, vous mettez 100 balles, et ça arrive directement. Et ensuite, la Poste, qui a le secret des communications, vous envoie votre drogue. Donc, il faut savoir, la Poste est le plus gros dealer, enfin, transporteur de drogue en Suisse, parce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. Et puis, les machines des CFF étaient utilisées pour cela. Mais c'est là qu'on avait un petit souci, c'est qu'en fait, ces machines des CFF n'étaient pas conformes. Mais je vais voir si... pourquoi... Ah oui, pour ça. Je vais juste arrêter ça, pardon. Voilà. Les machines des CFF n'étaient pas conformes. Le fait que vous puissiez scanner le QR code d'un compte Bitcoin, ça allait à l'encontre de cette mesure technique qu'il fallait normalement avoir. La mesure technique, parce qu'on ne pouvait pas s'assurer qu'effectivement, la personne qui utilisait la machine allait recevoir les Bitcoins. Et effectivement, c'est ce qu'ils faisaient. Ils utilisaient le QR code du dealer pour envoyer directement l'argent au dealer. Donc la machine participait au transfert d'argent, ce que ne voulait pas la FINMA. Très bien. Sauf que nous, on avait déjà dit que ces machines des CFF n'étaient pas aux normes et que toutes les autres machines l'étaient. Donc, on a gueulé et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu cet email. Donc ça, c'est un email que, en fait, c'est même pas les OR qui reçoivent ça. Enfin, c'est même pas les bitcoiners, les bots qui font Bitcoin, c'est les OR. Et cet email, qui date de quand d'ailleurs? Je ne sais plus. Hop. Est-ce que j'avais pas mis le... Non, mais ça c'était le forward. Mais c'est pas grave. Voilà, on vous avait déjà dit que c'était 1000 francs. Voilà. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a un risque. Ouais, enfin, en raison du fait que les transactions de monnaie virtuelle sont des transactions présentant un risque accru, on reviendra sur ça parce que c'est ça en fait la clé de tout le problème. La FINMA également, voilà, enfin, dit ce risque n'est pas seulement abstrait, mais est devenu concret dans différents cas en relation avec les distributeurs automatiques de Bitcoin, CF, l'article du Blick, de Tages-Anzeiger et l'article du Blick. Donc en gros, ce que nous dit la FINMA, c'est
elle envoie un article, elle envoie un email. Ah oui, et puis donc en fait, en raison de ça, dans ce contexte, il convient de définir une période de transaction qui doit être de 1 mois selon un. Hop, hop, hop. Voilà. Dans un délai de 30 jours, 1000 francs, dans un délai de 30 jours, surveillance du secteur parabancaire, de personnes qui signent l'email, et c'est parti. Ouais. Et veuillez mettre ça en œuvre immédiatement. Voilà. OK, immédiatement. Donc en gros, les OR reçoivent ce mail-là en disant qu'ils nous disent maintenant il y a cette nouvelle règle parce que j'ai lu un article du Blick. Voilà. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, moi, je me fais des films. J'imagine le type à la FINMA avec son management qui est en train de partir en burn-out parce que ça fait quand même des mois et des mois que ça. Un burn-out, ça ne se fait pas juste avec l'affaire UBS, c'est Crédit Suisse. Hein, ça se construit sur des mois. Donc il y a le burn-out complet de la FINMA. Et puis le type, il prend son train à Berne le matin et puis il lit le Blick. Et puis, il voit que les distributeurs des CFF peuvent permettre de faire ça. Il va aller voir, il va à la machine, il teste, il dit « Ah bah ouais ». Il rentre à son bureau et puis dit « Non, mais ça ne va pas, il faut une nouvelle règle ». Et il envoie ça aux OR et il dit « C'est OK ». Tu vois. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Hein. Et donc, on a gueulé. On a dit « Non, ça ne joue pas. Ça ne joue pas ». Collectivement, on a réagi auprès des OR. Et on leur a dit, vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas acceptable. La FINMA, et on leur a dit, en plus, les machines des CFF ne sont pas aux normes. Qu'est-ce qui s'est passé? La FINMA a disparu, entre guillemets, elle n'a pas répondu. D'un coup, on nous a dit, ah ben non, cet email n'existe plus. En octobre de la même année, d'un coup, on a une annonce des CFF qui dit, ah, nos machines sont évoluées et maintenant, il y a un paper wallet qui sort. Et au mois de novembre, il y a une ordonnance qui apparaît, enfin, ouverture de consultation d'une ordonnance pour mettre les 1000 francs par mois dedans. Donc, hop là, j'en étais où? J'étais ici, voilà. Ça, c'est l'article, voilà. Donc, je vous ai déjà dit que la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a demandé, OK, est-ce que cette décision s'applique à nous? Non, il y a un déni de justice. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une décision qui puisse... enfin, toute règle doit pouvoir être opposable. Et en fait, on dit dans l'argumentation, en plus, ils ont utilisé le mauvais outil, c'est-à-dire que l'ordonnance de la FINMA, c'est un texte très technique et en réalité qui s'applique à un nombre d'acteurs très précis, c'est marqué dedans. Et par ricochet, ça ne peut pas s'appliquer autrement à d'autres acteurs. Il faut qu'il y ait un processus, à mon avis, législatif, pour que ça se passe. Et en fait, qu'est-ce que la FINMA a mis en place? La FINMA a mis en place un soft power qui fonctionnait bien avec les OAR, avec les banques et puis les acteurs traditionnels. Mais là, elle mélange non seulement le soft power, le fait qu'elle n'ait plus de leadership réel, en fait, finalement, qui lui permet d'avoir une vraie direction dans la réflexion sur l'anti-blanchiment, plus le fait qu'elle ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Et donc, sa seule source, alors qu'on est censé avoir une institution qui fait du evidence-based regulation, donc c'est-à-dire on fait des rapports, et la loi FINMA a dit, vous devez avoir des rapports, vous devez avoir des études d'impact, des choses comme ça. Et en fait, la seule chose qui soutient finalement ça, c'est un article du Blick. Voilà. En plus de cela, comme une fois qu'il commence à faire des erreurs, il continue à faire des erreurs, lorsque le processus de consultation se lance, ils continuent à faire des erreurs. D'abord, ils n'acceptent aucune... enfin, il y a environ 250 contributions qui disent toutes non, c'est une mauvaise idée. Résultat, ils font quand même. On peut se demander à quoi sert une consultation dans ce cadre-là. En plus de ça, ils disent non, mais ils modifient la réponse. Ils modifient un peu parce qu'on les a convaincus sur une chose. On a dit non, mais vous allez, en fait, vous voulez viser les distributeurs. Vous voulez viser les distributeurs. Et ils ont dit dans le rapport de consultation que la plupart des transactions de moins de 1000 francs se passent au niveau des distributeurs. Oui, parce que le type à la FINMA, il lit le Blick et il voit les distributeurs des CFF. Il ne voit rien d'autre.
Donc, il pense que toutes les transactions de moins de 1000 francs sont dans les distributeurs. Et là, on lui dit non, et on fait la preuve par A plus B en mettant des statistiques, pour une fois, voilà, qu'on a créées nous-mêmes, en disant, bah non, regardez BT, c'est 80% de transactions de moins de 1000 francs en ligne, 20% sur les distributeurs, en nombre de transactions. Prenez quelqu'un comme Relais, bah, ils n'ont pas de distributeur, donc eux, c'est entièrement en ligne. Pocket Bitcoin, entièrement en ligne, et ainsi de suite. Donc finalement, il y a plus de transactions de moins de 1000 francs sans identification en ligne que sur les distributeurs. Donc là, ils ont été confrontés à la réalité, ils ont changé, et c'est là qu'ils ont changé le texte et qu'ils ont introduit un nouveau concept qui n'avait pas été soumis dans la consultation, qui sont les moyens de paiement anonymes. Donc ça, c'est intéressant, qui font tout faux. Donc on va aussi attaquer, on va aller jusqu'au bout et aussi remettre en cause cette notion de moyen de paiement anonyme qui n'a aucun sens en fait en droit suisse. Voilà, donc on en est au tribunal administratif fédéral. C'est intéressant parce qu'on fait la comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a aussi une tendance maintenant d'affaires contre la SEC. La grosse différence entre les États-Unis et ici, enfin, il y a des choses similaires, c'est-à-dire que la SEC, bon, qui n'a pas exactement le même rôle que la FINMA, la SEC c'est un des sous-rôles de la FINMA, la SEC prend des positions aussi comme ça qui ne sont pas justifiées par une réalité économique. Et puis, elle fait aussi des dénis de justice, ou en tout cas, toute cette histoire de fonds Bitcoin que les gens veulent faire, en fait, elle prolonge les procédures et elle n'y répond pas. Donc, en fait, elle fait des dénis de justice. Donc là aussi, on a le même cas d'un déni de justice. Donc, et puis, en fait, elle prend des positions politiques. C'est-à-dire que Gary Gensler, récemment, a dit on n'a pas besoin de ces crypto-monnaies. Quand Gary Gensler dit un truc comme ça, qui il est, en tant qu'autorité administrative, de dire si l'économie a besoin d'un objet ou pas, qui soit un nouveau objet financier. C'est l'économie qui doit décider ça. Voilà. C'est le marché, finalement. En fait, la FINMA a fait la même chose, mais de façon bien plus subtile. Dans son email, elle disait toutes les transactions en crypto-monnaie sont à haut risque. Et en fait, il y a comme ça une forme de décision politique de dire que parce que c'est en crypto-monnaie, c'est à haut risque par nature. Et on n'accepte pas qu'il y ait une transaction normale en crypto-monnaie. Et pourtant, des transactions normales en crypto-monnaie, moi j'en fais tous les jours. On paye des salaires, on paye un coup à boire, des choses comme ça. Donc, il y a des transactions normales. Donc, le fait de dire qu'il n'y en a pas, ça a deux impacts. Un, c'est un choix politique, mais qui ne dit pas son nom et que la FINMA ne doit pas faire. Et en plus, ce que ça permet de faire, ça permet de disqualifier la loi entièrement. Pourquoi? Parce que la loi anti-blanchiment, elle est construite avec un certain nombre de règles dites normales, on suit la loi. Et après, il y a deux formes d'exceptions. Il y a des exceptions qui vont alléger l'application de la loi, notamment des seuils en disant, oui, si c'est du change en dessous de 5000 francs, il n'y a pas besoin d'identification. Si c'est de l'encaissement, c'est pas couvert. Si voilà, il y a des différentes règles où on dit c'est en dessous de comme ça, c'est pas grave. Et il y a des règles qui viennent renforcer au-dessus de 100 000 francs, au-dessus de, si vous êtes sur la liste des PEP, vous êtes à haut risque, et à ce moment-là, il y a des contrôles accrus qui doivent être faits par les intermédiaires financiers. Et en fait, qu'est-ce que dit la FINMA? La FINMA en disant, si toutes les transactions en crypto-monnaie sont par nature à haut risque, c'est-à-dire même si j'envoie 1 franc de Bitcoin à quelqu'un, on doit faire le même check on n'applique que les règles les plus difficiles en fait, de la loi anti-blanchiment, et le reste de la loi, finalement, ne s'applique pas. Donc, on change l'esprit de la loi, et c'est quelque chose que, normalement, la FINMA n'a pas le droit de faire, il faut challenger. Ils avaient demandé un délai, comme je vous ai dit, c'était assez drôle, parce qu'ils avaient une surcharge de travail. À mon avis, c'était plutôt parce c'était le temps qu'ils trouvent la bonne personne à l'intérieur pour répondre, parce qu'ils n'avaient pas compris que c'était important. Je pense que c'était ça aussi. Hein. Les demandes arrivaient dans des flux normaux de procédure, et puis ceux ils sont tellement omnibulés par cette procédure où il faut gagner, il ne faut pas que ça coûte trop cher, il faut facturer. En fait, lorsqu'on a fait cette demande qui était dès le début très claire en disant attention, on va au tribunal, c'est une demande administrative qu'on fait. Donc, sous-entendu, derrière, on va au tribunal. Ça n'a pas fait le chemin jusqu'au bureau juridique, en fait, au service juridique de la FINMA. Voilà, donc, je pense après, ils ont eu du temps. C'est uniquement quand il y a eu vraiment l'affaire au tribunal que là, ils ont commencé à se dire qui va s'en occuper. Donc, ils ont trouvé quelqu'un.
En plus, c'est en français, donc voilà, on les bloque un peu. Donc, ils ont demandé des délais. Et puis, finalement, ils ont, alors, dans le texte, ils ne le disent pas, hein, mais ils ont fait leur décision. Ils ont émis une décision, ce qui veut dire qu'ils ont, à mon avis, pensé que ils allaient perdre le déni de justice et qu'ils préféraient faire une décision plutôt que de ne pas en faire. Voilà, en espérant qu'on arrête là, mais on ne va pas arrêter là. Donc la décision, c'est on n'est pas compétent. Voilà. Donc la stratégie, en fait, comme je disais, on va continuer parce qu'il y a une deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est la travel rule. Et la travel rule, de la même manière, en fait, c'est le GAFI qui dit, et là, et en réalité, ils n'ont pas fait quelque chose de fondamentalement fou, en fait. C'est quelque chose que même on peut comprendre dans le monde de la réglementation. Ils disent, quand vous faites un transfert d'argent bancaire à quelqu'un d'autre, de banque à banque, vous mettez l'IBAN, forcément, le code technique pour envoyer l'argent à quelqu'un d'autre, c'est l'IBAN, mais vous mettez tout le temps le nom et l'adresse de la personne. Et là, le GAFI dit, quand un intermédiaire financier, une banque, aide une personne à envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un, faites pareil. Mettez le nom et l'adresse de la personne. Ouais. Et si on explique ça comme ça, finalement, on se dit, ça va, c'est logique. Hein. Et en fait, si on lit le texte du GAFI, en réalité, c'est relativement ça. Mais après, la FINMA a décidé de... Donc, la FINMA a implémenté, mis en œuvre cette règle telle que décrite comme ça dans l'OBA-FINMA. Donc, de la même manière que l'autre règle, elle a dit, voilà, dans l'OBA-FINMA, quand il y a une transaction en crypto-monnaie, il faut indiquer le nom de la personne et l'adresse. Okay. Mais après, elle a fait une communication. Donc, une communication, c'est un PDF qui a été publié sur son site internet et qui a une valeur d'un PDF sur un site internet. Voilà. Je crois qu'on en est à peu près là. Et dans cette communication, elle dit non, mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser la chose. En fait, la règle, il faut que la personne qui reçoive l'argent ait subi le même contrôle que la personne qui envoie l'argent. Et donc, en gros, ça veut dire vous ne pouvez envoyer que à quelqu'un qui a passé le KYC, puisque vous faites du transfert d'argent, donc il faut aussi faire le KYC de la personne. Donc, vous pouvez envoyer l'argent que à quelqu'un que vous devez obliger d'être client. Enfin, un truc dans le genre. Ou alors, vous imposez des obligations contractuelles à une autre personne qui n'a jamais rien demandé. Donc, en fait, il modifie encore une fois le sens de la loi. La loi a dit qu'on peut très bien envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre. Mais il n'y a jamais eu aucun domaine financier où, lorsque un intermédiaire financier envoie de l'argent à quelqu'un d'autre, il oblige celui qui reçoit à devenir son client. Ce n'est jamais arrivé. Et là, on a un caractère qui est encore un peu différent, surtout que c'est fait à travers un texte qui est juste une communication. Voilà, la communication. Et puis, c'est un traitement inégal. On n'a jamais vu ça ailleurs. Donc, on va appliquer la méthode Karcher. Et maintenant, on fait un autre truc aussi que la FINMA, elle n'aime pas trop, parce qu'elle n'a pas l'habitude, mais elle ne peut rien dire. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, tout est public. On est dans le nouveau monde de transparence et de crowdsourcing. Donc déjà, la consultation, certains d'entre vous avaient participé à la consultation. Philippe, je sais que tu avais participé. On a écrit un template pour participer et il y avait eu environ 200 personnes qui avaient envoyé une consultation, un template. Et c'est intéressant parce que ils avaient tellement pas l'habitude de ça qu'il y a un journaliste qui a relevé le fait qu'on avait reçu 200 lettres de citoyens et que c'était toujours le même template. Et en fait, sa réflexion dans l'article, c'est dans FinNews, je ne sais plus quoi, il disait ouais, c'est sûrement un intermédiaire financier étranger qui a payé des gens pour envoyer les documents. Et puis il va demander en fait, il interviewe le responsable des communications, enfin de relations presse de la FINMA, mais en fait, il ne cherche même pas à demander à la communauté qui a répondu
qui a fait ça, parce que ce serait très vite revenu chez moi, et puis on aurait dit, voilà, ben, on a fait ça, et j'ai eu plein de demandes, et c'est des vrais gens derrière. Donc, il n'a même pas fait cet effort-là, parce que c'était inédit dans le monde de la finance que d'un coup, une consultation se fasse crowdsourcer. Et donc, quand l'affaire elle vient, on fait, et puis, puisque ça a un intérêt public, on a aussi fait un crowdfunding de ça. Mais en échange, on est très transparent. Je fais ces séances d'information et j'en fais plusieurs pour mettre à jour au fur et à mesure. J'ai fait à Zurich, j'ai fait déjà à Neuchâtel, demain de nouveau à Neuchâtel. Si vous voulez que je fasse cette présentation dans des cercles spécifiques, banques, que vous connaissez, je suis volontiers, je le fais aussi. Voilà. Et tout est public. Donc, ah oui, et donc on lève les fonds aussi pour ça. Donc, juste pour savoir qu'on est assez transparent. Donc, voilà, on a levé jusqu'à maintenant pratiquement 50 000 francs. Donc, merci pour tous. Je sais qu'il y en a dans la salle qui ont participé à ça. Donc, merci beaucoup pour le financement. On a déjà dépensé pratiquement 40 000 francs. Donc, voilà, donc c'est cool parce que chaque fois, on voit qu'au fur et à mesure qu'on avance, la communauté soutient et la suite. Donc, merci pour continuer de soutenir au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Vous pouvez payer en Bitcoin. Il faut savoir que la plupart, on a levé en Bitcoin directement et en Lightning pour Philippe. La plupart des transactions sont en Lightning. On a reçu des Ethers et on a reçu aussi du Fiat. Voilà. Donc, on essaie d'être assez transparent. De toute façon, les adresses sont visibles. En tout cas, l'adresse Ether, elle est visible. On décrit aussi là, tous les updates. Il y a tous les articles de presse qui y sont, si vous voulez aller voir sur le site. On a été cité dans la NZZ, dans Forklog, pour nos amis russes, bitcoin.fr, Coindesk, blocksite.com en Allemagne, Le Temps, Cointribune. C'est une affaire qui intéresse pas mal de gens, parce qu'en fait, il y a ce parallèle avec les États-Unis qui est assez intéressant. Et puis voilà, là, au moins, on se bat. Ah oui, un petit détail sur les États-Unis, c'est intéressant, c'est que en Suisse, pour se battre contre la FIPA, il faut aller au tribunal fédéral ou administratif fédéral. Aux États-Unis, on peut faire ça dans les tribunaux d'État, comme le tribunal cantonal. Et ça, c'est une piste justement qui a été soulevée par quelqu'un en disant il faudrait permettre justement pour qu'il y ait plus de balance, enfin d'équilibre des pouvoirs, qu'en fait les tribunaux cantonaux puissent directement aller contre la FINMA. Ce serait une évolution du droit intéressante à faire. Alors, je ne sais pas si elle est techniquement possible, mais on peut. Donc, on parle du contexte, et puis les deux affaires, l'affaire des 1000 francs par mois, l'affaire de la Travel Rule. Et puis surtout, c'est là que la FINMA n'aime pas du tout, enfin, mais elle ne peut pas me dire rien. Donc, voilà. On est dans une affaire de droit public, hein, donc c'est public. Enfin, c'est du droit administratif, tout est public. Donc, tant que le juge ne dit pas qu'il ne faut pas que ce soit public, mais normalement, c'est. Voilà. Donc, tous les documents sont là. Vous pouvez aller tout voir, les réponses de la FINMA et ainsi de suite. Et puis, ce qui permet aussi de. Voilà, ils savent qu'ils sont. Qu'il y a des yeux sur eux, et qu'il y a beaucoup d'yeux sur eux, et qu'il y a aussi des financements derrière. Donc, ça crée une sorte de pression. Donc, voilà. Ce que vous pouvez faire, évidemment, continuer à nous aider financièrement, et puis en parlant, évidemment, de cette affaire-là, en disant que ce n'est pas normal. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, la dernière décision de la FINMA qui est arrivée donc, il y a quelques jours. Et puis l'article intéressant, c'est lequel? Bon, et puis, c'est voilà, je crois que c'est le 17, hein, c'est ici. En gros, voilà. Parce qu'en fait, ce qu'a fait la FINMA, elle a obligé, elle a envoyé des messages on sait qu'elle les a, on va les demander. Elle a envoyé des messages auprès des OAR en disant appliquer, intégrer cette règle, cet article 51A. Et là, elle dit, elle dit autre chose en fait. Elle dit ce qui est juste juridiquement en fait, finalement en fait. Voilà. Mais elle dit conformément, donc ce sont les OAR, donc là, qui veillent que les intermédiaires financiers respectent les obligations de la loi, pas des ordonnances de la FINMA, de la loi.
BT, donc, est soumise à l'OR et pas à la FINMA, ce qui est juste. Et les obligations que BT doit respecter de la loi sont dans le règlement. Et la FINMA ne fait et il appartient à ce dernier et non à la FINMA de les constater. Et la FINMA demeure en revanche compétente pour la surveillance des OR. Sa compétence se limite à surveiller les OR, approuver leurs règlements et veiller à ce qu'ils fassent appliquer les 10 règlements aux affiliés. Donc, à contrario, elle n'a pas compétence pour préciser ou faire appliquer les devoirs de diligence directement à un membre de OR. Donc, en fait, là, quand elle dit dans son rapport, dans la consultation, elle dit on veut que les distributeurs changent leur manière de faire. En fait, elle fait exactement ce qu'elle dit ne pas faire, c'est-à-dire qu'elle va préciser aux OR en disant vous devez faire comme ci, et ensuite elle leur envoie des courriers en disant vous devez introduire cet article 51 là, et là elle dit non, 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 ce n'est pas notre rôle. Donc là, on est proche du mensonge. Voilà. Mais connaissant la FINMA, le problème c'est que ceux qui écrivent ça sont peut-être pas au courant des courriers qui ont été envoyés aux OR. C'est ça, entre les auditeurs des OR, entre les différents trucs. Donc voilà, donc au fur et à mesure, on les cornered, comme on dit, voilà. Alors, on les coince. Voilà, si vous voulez suivre les actualités et soutenir, c'est ce site-là. Désolé, je n'ai pas fait une adresse très friendly. Donc j'ai mis un QR code et voilà. Et puis, si vous avez des questions, welcome pour les questions. Voilà. Hop. Ah, il y a un micro parce que c'est moderne ici. Ici, c'est enregistré. Je suis dans le champ, tout est bien. Est-ce que tu saurais nous donner une image de la FINMA concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une part d'incompétence? Est-ce qu'ils mentent? Est-ce qu'ils sont stressés par ça? Alors, c'est très difficile parce que moi, j'ai peu de contacts avec la FINMA. J'en ai eu quelques-uns. Et ça s'est toujours passé bizarrement. C'est-à-dire que ça reste des humains, ils sont très gentils, et ils ont envie d'apprendre et ils sont ouverts. Surtout, il y a le côté administration suisse. Et généralement, les administrations suisses sont toujours très ouvertes. Quand on écrit un courrier et qu'on veut les rencontrer, on peut le faire. Au début, la FINMA était comme ça. Donc, on est allé les voir plein de fois. Mais ce qui s'est passé, je pense qu'ils ont eu quand même pas mal de chocs. Notamment, il y a eu l'affaire Libra. Libra, ça a été... tous les projecteurs se sont mis sur eux. Facebook est arrivé avec toute son armée d'avocats, a dit on va faire ça un truc génial. Et en fait, ils ont complètement usé la FINMA sur des trucs hyper techniques et hyper compliqués qui, en réalité, ils n'avaient pas besoin. Parce que non seulement Libra s'est arrêté, donc la FINMA, ils les ont comme ça. Tu vois, est-ce qu'ils ont bossé tout ça pour rien, pratiquement? Alors, il y a des trucs intéressants qui sont sortis de ça, des circulaires et tout ça, mais enfin, pas des circulaires, des communications, mais dont celle qui nous pose problème avec la travel rule. Mais surtout, et en fait, en fait, surtout, la Meta, enfin Facebook n'avait pas besoin de la FINMA pour plein de choses en réalité. Il y a beaucoup de choses qui sont hors régulation. Par exemple, émettre un titre, tu n'as pas besoin d'aller demander de la permission à la FINMA pour émettre un titre si on considère qu'un stablecoin, c'est un titre. Voilà. Donc, il y avait plein de choses qu'ils n'avaient pas besoin de faire, mais ils ont voulu bien faire. Et donc, voilà, ça, c'était un premier truc. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience quand on a fait la mesure technique. En fait, on a voulu, avec BT, on était les premiers à proposer cette signature de wallet. Cette méthode, aujourd'hui, tu vas sur le site de BT, tu peux signer avec ton wallet. Alors maintenant, c'est un peu plus intégré avec MetaMask, ce que tu veux, mais au début, on avait voulu faire, on avait voulu être un peu intelligent, on avait voulu faire une procédure, un truc un peu bien, et on avait dépensé du temps et de l'argent à développer une méthode, et essayer d'expliquer. On est allé voir la FINMA pour leur dire, est-ce que ça correspond à une mesure technique? On a été accueillis, c'était super sympa, et après... 6 mois plus tard, on n'avait toujours pas de réponse. Et puis c'était genre, ah mais on croyait que c'était juste une proposition comme ça, dans l'air, quoi. Puis on était là, ben non, c'est un vrai truc, on a bossé, on attend votre réponse. Et puis voilà. Donc ils sont un peu perdus. Et aujourd'hui, il y a un changement, ce qui s'est passé. Alors, donc ils ont été submergés
de demandes de l'extérieur, notamment pour tout ce qui est les tokens, avec les ICO qui sont apparus. Là, ils ont défini un process qu'il faut payer maintenant. Donc, ils te disent, c'est no action letter de la FINMA qui coûte 2-3 000 francs, où tu vas qualifier tes tokens. Donc ça, ils l'ont fait et ça devient... c'est une forme de racket organisée voilà, pour gérer les flux internes à la FINMA. Donc, comme ils n'arrivent pas à gérer les demandes et qu'ils ne sont pas payés parce que ce n'est pas les banques qui payent, hein, ce sont des gens externes qui leur demandent ça, sur une procédure qu'ils ont eux-mêmes un peu imposée. Donc, ils ont mis maintenant un prix. Ça les a... donc ils bossent beaucoup là-dessus, donc ça les stresse sur des sujets qu'ils ne comprennent pas. Et puis ensuite, je pense que il y a et puis deux choses qui sont passées. Un, donc le leadership qui part en burn-out, ce qui fait que maintenant, on a... ça, plusieurs personnes me l'ont dit. Quand tu rencontres quelqu'un de la FINMA, il y aura toujours ce côté... Mais oui, bien sûr, on discute. Et quand tu prends rendez-vous, il n'y a plus personne. Donc en fait, parce que à un moment donné, on arrivait à avoir des rendez-vous et des réunions, mais ça aboutissait pas après, mais il y avait ces discussions. Et maintenant, il y a eu un changement, c'est que les gens sont toujours ouverts, ils prennent une réunion, ils prennent le sujet en interne, et puis en interne, on leur dit ça part dans des trucs, et puis les gens de la FINMA ghostent des gens de l'industrie aujourd'hui. Et ça, c'est plusieurs personnes qui me l'ont dit. Donc là, il y a un changement. Moi ça ne m'est pas arrivé, mais c'est possible. Et par contre, j'étais dans une autre discussion avec la FINMA où je me suis rendu compte que, et ça c'est notre faute à nous en tant qu'industrie, c'est que les gens qui sont mandatés par notre industrie pour aller parler à la FINMA, ou les ingénieurs eux-mêmes qui y vont, en fait, ont complètement perturbé. Ils sont venus avec des concepts complètement débiles. Ils n'ont pas cherché à savoir comment la loi était construite et comment elle appliquait réellement, les principes. Ils sont venus en disant « Ouais, mais nous, on a un super système de chain analysis qui va donner une note automatique avec de l'IA qui fait ça. Regardez, ça va régler vos problèmes. » Alors qu'en fait, ce que la FINMA veut entendre, c'est « Ah, on fait du change, on fait du dépôt, qui contrôle le règle, qui est le client, et puis comment on applique la loi anti-blanchiment. » Et il y a eu comme ça un décalage qui fait qu'ils étaient perdus. Et moi, à chaque fois que je pars avec les gens de la FINMA, ils disent « Ah, mais avec vous, on comprend, monsieur Roussel. » Oui, parce que je parle de choses simples, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est différents trucs, des faisceaux d'indices comme ça qui vont... après, moi, j'ai une vue de l'extérieur, enfin, pas entièrement de l'extérieur, mais plutôt de l'extérieur. Ok, comme ça. La raison pour laquelle vous allez directement à la FINMA, c'est aussi parce que vous comprenez que les OAR, ils ne sont pas forcément décisionnaires dans ce genre de décision. Mais la FINMA elle-même n'est pas forcément décisionnaire dans le sens que la FATF, elle a sa liste noire des pays non coopératifs et elle fait pression quand même sur la Suisse par rapport à ça. Donc au-dessus de la FINMA, quelque part, il y a quelqu'un qui dit à la FINMA, vous êtes obligé d'appliquer des lois qui sont l'extraterritorialité judiciaire américaine. Est-ce qu'à un moment, le fait qu'ils vous disent on n'est pas compétent, est-ce que le mieux auquel vous allez arriver à avoir, c'est de les casser, mais pas de résoudre le problème? Et auquel cas, est-ce qu'il ne faudrait pas... alors là, je balance des trucs comme ça, hein, mais est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser cette absence de compétences pour escalader? Puisqu'ils ont admis qu'ils n'étaient pas compétents. C'est le but. C'est non, mais là, l'idée, moi, je disais, c'était de monter dans les deux carrés du haut. Alors, parce qu'il y a quelqu'un à un moment qui leur donne l'ordre d'exécuter un truc qu'ils ne peuvent pas exécuter. Ça va être le but. Alors, d'abord, si on revient sur le FATF et tout ça, je pense que mon analyse, ça c'est une analyse très très méta, il n'y a pas de personnes ou de groupes qui tirent des ficelles, voilà, mais c'est un phénomène qu'on voit dans tous les domaines, que ce soit la santé, on l'a vu pour le Covid, que ce soit la finance, où en fait, les politiques de chaque pays, en fait, ce sont des problèmes mondiaux. Ce sont des problèmes perçus mondialement, le financement du terrorisme, une pandémie ou d'autres problèmes. Les données personnelles, c'est pareil aussi. Et en fait, les parlements n'ont
plus les compétences ou n'ont plus pas la capacité de gérer à leur niveau ces problématiques-là, et donc lâchent finalement le pouvoir politique. Et ces institutions qui sont à travers le monde, finalement, elles se rencontrent entre experts et se créent comme ça un réseau et s'inventent des règles entre elles. Elles se trouvent du leadership entre elles. Et en fait, c'est ça en fait c'est en fait une masse de gens de la FINMA, de l'AMF en France, de ceci, de cela, qui se retrouvent entre eux et qui inventent ces règles-là pour essayer de mieux faire, mais parce qu'elles sont abandonnées aussi d'un point de vue politique. Donc maintenant, comment est-ce qu'on reconnecte ça? C'est là où en fait, pour reconnaître, enfin moi, ma stratégie pour l'instant, parce que comme j'ai dit au début, c'est un sujet que les politiques n'ont pas envie de toucher, le blanchiment d'argent. Surtout que maintenant, ils ont quand même beaucoup d'autres problèmes, donc ils n'aiment pas ce sujet-là. Mais par contre, ce qui n'est pas acceptable, c'est les dénis de justice, et c'est les trucs vraiment flagrants, en fait, où on ne traite pas les gens de la même manière. Et en Suisse, on a un système judiciaire qui, heureusement, dans ce cas-là, enfin, pour l'instant, a l'air de marcher, en tout cas, il suit, en tout cas, il processe nos affaires. Il pourrait aussi ne pas vouloir fonctionner, hein, ça peut arriver dans certains pays, mais là, au moins, il fonctionne. Et avant d'en faire un problème politique, il faut d'abord démontrer qu'on a tout fait ce qu'il fallait. C'est pour ça que ça fait maintenant 5 ans ou plus qu'on participe aux consultations et qu'on est engagé dans les discussions et dans les propositions d'idées et qu'on met le doigt sur tout ce qu'il faut. Maintenant, on arrive devant le juge, au juge, on dit, mais vous voyez, enfin, la bonne foi, elle est de notre côté. Regardez tout ce qu'on fait depuis ce temps-là et la FINMA ne répond pas. Donc, on en arrive au tribunal. Si maintenant le juge, parce que ça, c'est un cas que je pense est possible, que le juge, en fait, ne casse pas entièrement enfin, ne nous donne pas entièrement raison, pas pour des questions juridiques, mais pour des questions politiques, parce qu'il a peur de trop bouleverser le système, parce qu'en fait, ça remet en cause toute la réglementation suisse, après, comment c'est tout l'équilibre du pouvoir. Les OR ne servent plus à rien, le pouvoir enfin, bref, si on gagne à 100% cette affaire-là, la caricature, c'est on renvoie tout au Parlement. Le Parlement doit refaire toute la législation financière il doit bosser ça pendant 5 ans. Est-ce qu'ils ont envie de ça? Est-ce que le juge a envie de prendre cette responsabilité de ça? Pas sûr. Mais maintenant, si maintenant le juge dit non, c'est pas mon affaire, on trouve une solution merdique pour vous, ben à ce moment-là, on a un argument politique. Et là, je peux aller voir les parlementaires en disant un par un, écoutez, j'ai tout fait. J'ai engagé avec la FINMA. Je suis allé devant la justice. Et on a des dénis de justice. Et puis, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe avec l'industrie? Parce qu'en fait, c'est ça qui est en train de se passer, c'est que l'industrie suisse, elle est incapable de fournir les retail, mais les banques suisses sont de moins en moins capables de fournir le retail. Donc, c'est pas la partie crypto, elle est juste, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, parce que comme on est petit, le feu vient d'abord chez nous, parce qu'on n'est pas capable de résister, mais en fait, les banques, de plus en plus, pour des histoires de paiement, tout ça, ils n'arrivent plus à gérer. Et qui prend le marché? N26, Revolut pour la finance traditionnelle, Binance, Crypto.com pour les cryptos. Donc en fait, cette compliance, elle est en train de détruire l'économie, enfin les systèmes de paiement suisses. Et tout sera juste, il y aura juste quelques gros trucs qui fonctionneront. Et puis on le voit avec la concentration. Donc ça devient politique. Donc mon but, c'est que si jamais on n'arrive pas devant le juge, l'avantage du juge, c'est que traditionnellement, il est quand même du côté des gens, il est moins du côté du régulateur. Donc, quand il y a vraiment des choses comme ça. Donc, c'est un peu l'espoir que j'ai que le juge dise une bonne réponse, qu'il juge par le droit et pas par la politique. Mais s'il juge par la politique, à ce moment-là, ça en fait vraiment un sujet politique. Mais qu'est-ce que tu espères dans le meilleur des cas, de la part du juge? Parce que la manière dont tu le racontes, et moi, l'autre manière que j'ai de le regarder, qui est que les endroits où il y a le plus de blanchiment d'argent, ils sont aux États-Unis et tout le monde s'en fout. Et aujourd'hui, le compte bancaire suisse des années 80, il est Dakota et oui, je ne sais plus où. Donc ça, on le sait. Mais on sait aussi que la réponse, c'est « Ah, mais on ne peut rien faire, c'est FATF ». Donc le juge, à un moment, qu'est-ce qu'il pourrait te donner comme
résultat satisfaisant. Ben, moi, je veux augmenter le coût, en fait, des mauvaises décisions de compliance. C'est-à-dire que chaque fois qu'eux, ils font des erreurs, ça doit leur coûter. Et en fait, ils sont tellement bloqués, ça leur coûte tellement, et c'est ce qui est en train de se passer de toute façon, hein, déjà. Et ce n'est pas que dans ce domaine-là, c'est que ces autorités qui essayent de surveiller tout le monde et d'imposer des mesures de surveillance de plus en plus fines, en fait, le coût augmente tel qu'à un moment donné, elles vont toutes imploser. Mais une fois que c'est implosé, mais une fois que c'est implosé, en fait, ce qui va se passer au fur et à mesure, et ça, on le voit déjà, c'est des entreprises vont commencer à se passer de compte bancaire, vont faire les paiements en peer-to-peer directement. Le vrai peer-to-peer, à mon avis, est en train de se développer au niveau des entreprises en Suisse, parce que c'est là où on a des frictions. Tu as des pays où c'est entre les gens. Hein, l'Argentine, le Venezuela, ça va être entre les gens. Mais en Suisse, le peer-to-peer se développe entre les entreprises. Et ça, c'est assez intéressant. Et donc, au fur et à mesure, finalement, la FINMA qui a déjà, enfin, les autorités qui ont déjà une efficience de 0,1%, en fait, ça va être 0,1% sur un marché, entre guillemets, de transactions qui est en train de diminuer parce que tout va passer en peer-to-peer. Donc, à un moment donné, elles vont être complètement irrelevant. Elles ne vont plus avoir aucune prise sur la réalité. Et, et le coût sera élevé. Donc, ce que j'espère, c'est qu'à un moment donné, la société dise, bon, vous comme autorité, la FINMA, elle pourrait très bien pivoter et dire, on revient sur les fondements de la loi anti-blanchiment, les fondements, et on invente une pratique adaptée à ce nouveau monde transactionnel plutôt que de compte crédit débit. Il pourrait. Mais pour ça, il y a un changement culturel qui ne se fait pas à la FINMA. Et puis, il y a du court-termisme, je ne sais pas, enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent justifier ça, mais ça ne se fait pas en tout cas. On a cru que ça allait pouvoir se faire en Suisse au début, mais là, je ne suis pas si chaud là-dessus. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'on va augmenter finalement la pression sur ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il craque. Et donc la décision du juge pourrait imposer une restructuration en profondeur de... Ah oui, le juge, quand il voit ça, si on va au fond, parce qu'il faut qu'on arrive au fond t'as la forme, en droit, tu as la forme et le fond. Et tu juges d'abord la forme et après le fond. Et si on a la chance d'arriver au fond, ce que j'espère quand même, il y a quand même beaucoup de choses que le juge va remettre en cause. Il peut rendre illégale l'ordonnance de l'OBA-FINMA. Okay. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Donc il y a la jurisprudence, aidez-moi, la ceinture. Non, pas, comment ça s'appelle Favier? Non, c'est pas Favier. C'est un nom bien, un valaisan. Non, à la fin des années 70, la Suisse introduit, enfin, je ne sais plus quelle autorité, qui introduit une ordonnance qui impose le port, Conseil fédéral directement, voilà, qui impose le port de la ceinture dans la voiture. Et en fait, à l'époque, qu'est-ce qui se passait? La Suisse, comme d'habitude, on est toujours les derniers, tu vois, mais les voitures étaient déjà toutes équipées avec des ceintures. Parce que empiriquement, on savait que c'était plus sûr avec une ceinture que sans. Okay. Voilà, on avait tous les autres pays avaient déjà mis en place des règles. Et le Conseil fédéral dit, pouf, pouf, on impose, bah oui, maintenant c'est évident, consensus global, on met la règle dans une ordonnance quelque part. Maintenant, la règle de la ceinture est obligatoire. Et puis, tu as un valaisan qui a fait, bah non. Là, c'est typiquement le genre de règle qui doit passer par le Parlement, par une loi. Et il a réussi, il est allé devant le tribunal administratif fédéral et il a cassé l'ordonnance du Conseil fédéral. Donc il y a une jurisprudence, ça existe. Alors après, comme c'était un truc à consensus, ben, ils ont fait les choses correctement, c'est passé par une loi et puis ça a été accepté. Voilà. Et il y a eu une procédure de référendum et tout ça. Donc ici, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, s'ils veulent vraiment faire ça, il faut passer par la loi. Est-ce qu'il y a le consensus sur la loi? Alors peut-être que oui, hein, peut-être qu'il y a un consensus, mais je pense que
le temps que la loi arrive, le nombre de gens qui se disent que la crypto-monnaie, enfin le Bitcoin, les autres crypto-monnaies, c'est en train de devenir quand même, on a quand même un taux d'adoption ou enfin, on veut dire de proximité, on est à 10, 15, peut-être 20%, entre 10 et 20% en Suisse, de gens qui ont touché plus ou moins des crypto-monnaies. Est-ce qu'on arrive à faire passer d'ici, imagine s'il y a une loi qui apparaît dans 2-3 ans qui dit, bon maintenant, les crypto-monnaies en dessous de 1000 francs par mois, c'est avec identification, pas sûr que ça passe. Donc ça, c'est ça l'objectif à long terme. Ok, merci. Il faut réparer le code QR, il va vers un redirecteur qui Ah oui, il ne marche plus? marche plus. Ah, je suis désolé. Mais si vous tapez, ouais, alors je vais... Non, mais sur Internet, vous trouverez. Mais je vais essayer d'en faire un truc qui marche. Alors, je suis désolé. Celui-là? Il marchait? Normalement, c'est le même. Alors, lui, il fonctionne. Bah, alors, essaye celui-là. C'est peut-être ton téléphone qui a un problème. Ah non, c'est parce que c'est une non-secure connection. Ah, je suis désolé. J'ai pris un truc... J'avais pris Framasoft, non? J'avais pris ça. C'est les trucs de Framasoft. Hein? Et d'autres questions? D'autres questions? Puis juste si tu as un truc à rajouter, une histoire croustillante, donc Nicolas est notre avocat qui suit la procédure, on fait un travail stratégique. Moi, j'avais quand même bien déblayé avant avec tout le travail sur plusieurs années et avec l'aide de beaucoup d'entre vous, donc merci d'avoir participé. Mais si tu veux sortir un détail croustillant qui te vient à l'idée que moi, dont j'ai pas parlé. J'ai compris que je suis presque obligé de payer l'apéro avec ça. La première fois qu'on expose autant mes honoraires, enfin nos honoraires, ça, je ne suis pas seul. Mais c'est vrai que enfin, tout ce que tu as dit est absolument correct. Et l'approche maintenant qu'on a enfin, après 8 mois, mettons plus de 8 mois à la FINMA qui répond à autre chose qu'un email de 3 lignes en allemand, on voit qu'en fait, il n'y a rien, mais vraiment rien sur le fond, rien de rien. C'est que des arguments purement formels pour justifier qu'ils sont incompétents, justifier qu'ils avaient raison d'annoncer qu'ils allaient dire qu'ils se déclareraient incompétents. Enfin, c'est uniquement des arguments de ce type-là. Et d'ailleurs, on sait que les personnes qui sont chargées à la FINMA de prendre position devant le tribunal administratif fédéral, c'est des gens qui ne connaissent pas le domaine, qui ne sont pas des gens qui sont dans la division marché, qui par exemple statuent sur les ICO, Ouais. ou qui fait même de la surveillance. C'est uniquement des utilisateurs de procédures. Donc l'approche est faite vraiment pour ne pas s'intéresser, pour ne pas aborder le fond. Ça leur brûle les doigts et ils restent vraiment aussi éloignés que possible du fond des questions. Et alors justement, je crois que c'est vraiment important d'essayer de toucher le fond. Cette fois-ci, c'est vraiment positif de toucher le fond, c'est un but en soi. Pour l'argument qui est d'avoir peut-être une pluralité de tribunaux, c'est vrai que ce qui aussi peut être atteint avec la procédure telle qu'elle est faite, dans la mesure où ils disent « Ah non, mais c'est vraiment les OAR, que c'est eux qui vont décider », alors on peut vraiment essayer de faire dire aux OAR « Mais alors maintenant, vous voyez que vous pouvez décider, puis en fait, vous pouvez très bien dire autre chose que la FINMA. » Et alors là, la voie de droit serait intéressante, parce que les OAR sont en fait des organismes assez compliqués à analyser. Et puis alors, est-ce qu'on arriverait à contester les décisions des OAR qui prévoient une espèce de procédure arbitrale extrêmement rarement utilisée? Ce serait vraiment intéressant de voir ce qu'on arriverait à créer comme juridiction en suivant la voie en fait, que la FINMA, à défaut de pouvoir traiter elle-même, parce qu'elle n'a pas envie, les questions, nous invite d'une certaine façon à traiter. Alors, on pourrait éventuellement créer des tribunaux, enfin des voies devant les tribunaux arbitraux dont on contesterait les décisions ensuite. C'est possible, mais ce qu'on peut craindre, c'est les serpents de mer procéduraux
fait, justement, tout le monde finira que par s'intéresser à des questions de procédure. Merci. Donc, voilà le. Merci. Donc voilà, je termine aussi. Donc il y a aussi un petit aspect intéressant qui est assez drôle. C'est que ça, on a découvert ça, enfin, on le savait déjà, mais on voit la réalité de ça. C'est que il existe en droit administratif une loi qui s'appelle la loi sur la transparence. Vous connaissez peut-être. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque une autorité prend une décision, vous pouvez demander à cette autorité que certains documents qui sont liés à cette décision et qui vous impactent soient publiés, enfin en tout cas transmis. Il y a 2 institutions qui sont exclues de la loi sur la transparence. Il s'agit de la Banque nationale et la FINMA. Voilà. Donc, vous voyez que donc on ne se bat pas à armes égales en tant que citoyen contre ça. Et je veux remercier, il y a un qui a payé, qui a ajouté un petit peu. Merci pour celui qui a mis quelques francs ce soir. Je le vois. Je ne sais pas combien, mais je pense que j'ai en 10 francs ou 5 francs ou j'ai 1 franc. Mais merci pour la contribution. Voilà. Et puis, je pense que si vous voulez, on va terminer. Et puis, on va aller au Quertz et puis prendre un verre. Voilà. Merci. J'espère que